Québécois. Nous sommes Québécois. En 1981, année où j'ai fait la connaissance de Jacinthe Collin, l'infirmière de l'hôpital Saint-Loup, cette dernière m'avait paru soudain paniquée, car son pays s'apprêtait à devenir souverain. Surpris de sa réaction, j'avais alors cherché à savoir pour quelle raison elle paniquait, alors que depuis la nuit des temps, l'être humain n'a cessé de se battre pour sa liberté et son autonomie. Je compris alors que sa peur était de voir son gigantesque pays diminuer de 3/4 de sa superficie. Pour elle, cette réduction semblait aller de pair avec toutes les richesses et ainsi avec tous les avantages qui étaient alors offerts jusque-là à tous les Canadiens. Je n'étais pas économiste ou homme politique, mais ma logique me laissait croire que si la surface restante de son pays était encore 53 fois plus grande que celle de la Suisse, il devait y avoir là certaines richesses naturelles capables d'assurer un développement économique prospère. De plus, me basant sur la mentalité des peuples anglophones par rapport aux peuples d'origine latine, je savais pertinemment que les deux mentalités ne seraient jamais faites pour se comprendre. Au fil des siècles, les Anglais ont toujours été des conquérants. Et ces traits de caractère, que l'on le veuille ou non, font partie de leur gène. Les francophones, en revanche, sont fiers de leur culture, et à juste titre d'ailleurs. Malheureusement, le commerce, tout comme la technologie, font en sorte que, de plus en plus, sans même que nous en ayons conscience, la langue anglaise étouffe petit à petit le français. Voilà la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu apprendre l'anglais. Le 30 octobre 1995, le Parti québécois, sous la présidence de Jacques Parizeau, allait donner la chance aux Québécois, pour la seconde fois, d'obtenir leur indépendance vis-à-vis des autres provinces et par là même du Canada. Dans cette lutte à l'indépendance, 3 partis allaient unir leurs forces. Le Parti québécois, l'Action démocratique du Québec, dirigée par Mario Dumont, ainsi que le Bloc québécois, avec son fondateur au charisme extraordinaire, Lucien Bouchard. Ces 3 hommes allaient prouver à toute la Nouvelle-France que nous possédions tout ce qui nous était nécessaire afin de devenir ce que le Canada français aurait toujours dû être, une nation à lui seul. Quelques jours avant le référendum, les sondages semblaient prouver que, contrairement à 1981, le peuple québécois était enfin décidé à devenir souverain. À plus de 54%, les gens disaient oui à l'autonomie. Quel dommage que M. René Lévesque n'était plus de ce monde. Lui qui avait dit cette phrase à l'issue de l'échec du premier référendum. « En somme, si je vous comprends bien, vous êtes en train de me dire « à la prochaine fois ». Eh bien, on y était, Monsieur Lévesque. Et dans mes souvenirs séparatistes, je n'ai jamais oublié non plus notre passage à Horta en 1983, lorsque Chantal, la sœur de Joanne, était venue en visite avec son amie. Alors que nous visitions l'île d'Horta, et que, fidèle à moi-même, je filmais nos invités se promenant sur l'île, je n'oublierai jamais ce que chantaient Chantal, Joanne et Vincent ce jour-là. Québécois, nous sommes Québécois, le Québec saura faire, s'il ne se laisse pas faire. J'avais compris ce jour-là que tôt ou tard, les Québécois pourraient un jour la crier bien fort, cette phrase célèbre du général de Gaulle. Vive le Québec libre! Eh bien, tout laissait croire que cette heure de vérité n'était plus très loin. Cependant, les antiséparatistes n'avaient pas encore joué toutes leurs cartes. Le 27 octobre, constatant que pour eux la partie était perdue, ils décidèrent de se servir de l'argent des contribuables pour faire un dernier coup d'éclat. Le Parti libéral, sous la présidence de Jean Charest, décida de louer les services de compagnies d'aviation, en mettant gratuitement à disposition du public de nombreux appareils nolisés. Les fédéralistes invitèrent plusieurs milliers de Canadiens
venus de Saint-Jean-Terre-Neuve jusqu'à Vancouver, à venir témoigner leur amour pour le Québec jusqu'à Montréal. Par la route également, plus d'une centaine d'autobus affluèrent dans la métropole québécoise. Plusieurs dizaines de milliers de personnes envahirent le centre-ville. Et ce fut pareil dans notre région. À cette différence cependant, les villes de Hull et de Gatineau ne furent pas envahies par des milliers d'anglophones venus d'Ottawa pour la circonstance. Par contre, sur tous les ponts reliant le Québec à l'Ontario, de multiples affiches, souvent en forme de cœur, témoignaient de l'amour des citoyens de la capitale envers nous. Cependant, ma mémoire ne pouvait pas oublier les années de souffrance morale que Francine avait subies. En travaillant avec des cadres supérieurs anglophones au comportement discriminatoire des plus évidents. Et plus évident encore, en ce qui me concerne, je n'ai jamais pu digérer cette interdiction de pratiquer mon massage ainsi que mon expulsion du territoire ontarien lorsque je travaillais dans un salon de coiffure à Orléans. En effet, l'Association des massothérapeutes de l'Ontario s'était permis de faire parvenir une lettre à Rita, la propriétaire du salon de coiffure, en lui mentionnant que, n'étant pas membre de leur association, je n'avais pas le droit de travailler en Ontario. Et que si toutefois je persistais à masser dans ce salon à Orléans, une amende de 2000 francs allait être facturée au salon Silrinaz. En revanche, si un massothérapeute ontarien désirait venir travailler au Québec, rien ni personne n'était en droit de lui causer des problèmes et il lui était tout à fait autorisé de le faire. 15 ans plus tard, les massothérapeutes québécois sont maintenant autorisés à masser en Ontario. Mais en revanche, ils n'ont pas le droit de donner des reçus à leur clientèle où serait mentionné qu'ils ont le statut de massothérapeute. Masseur, oui. Massologue, oui. Praticien en massage, oui. Mais thérapeute en massage ou massothérapeute, il n'en est pas question. Et cela même s'ils sont membres en règle de l'Association des massothérapeutes professionnels du Québec et que le nom massothérapeute a été composé par Jean-Claude Blot lui-même et par la suite reconnu par l'Académie française. Et ce ne sont là que 2 exemples parmi tant d'autres prouvant nos différences avec le Canada anglais. Combien de fois les gens de la construction ont-ils manifesté, bloquant des ponts, pour tenter de mettre fin aux injustices que leur faisait subir l'Ontario? Et le 30 octobre 1995, on devait dire non à la séparation? Jamais de la vie. Malheureusement, contrairement aux Suisses, les Québécois sont des gens très influençables et n'ont pas de Suisse, de suite, dans les idées. Après avoir regardé les nouvelles à la télévision et vu ces centaines de milliers de supporters dans les rues de Montréal, leur réponse allait hélas être non à la séparation ce 30 octobre 1995. À 50,5% de non contre 49,5% de oui, le Québec allait encore devoir rester une province canadienne jusqu'au prochain référendum pour sa souveraineté. L'année 1995 se terminait et son bilan n'était hélas pas très brillant. La maison que j'avais tant rêvé de posséder un jour et pour laquelle j'avais investi argent et effort était à vendre. Oncle René avait été victime d'une attaque cardiaque et condamné à ne plus pouvoir pratiquer son métier. Les relations au sein de notre couple allaient de plus en plus mal. Et le Québec, pour la seconde fois depuis 1981, venait à nouveau de refuser son autonomie et préférait baisser la tête et remettre son sort entre les mains du Canada anglais. I'm sorry, so sorry.
so cruel. Oh, yes. You tell me mistakes are part of being young, but I don't right the wrong that's been done. I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see. Oh, yes. You tell me mistakes are part of being young, but I don't right the wrong that's been done. Oh, yes. I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But love was blind, and I was too blind to see. 1996. Profession vendeur. Janvier 1996, l'hiver était à la fois redoutable et imprévisible. Dans la région de Montréal, les pluies verglaçantes provoquaient des centaines d'accidents. À plusieurs endroits sur le boulevard métropolitain, des voitures franchissaient le mur de sécurité et allaient s'écraser 8 mètres plus bas sur d'autres artères. Ensuite, ce fut le froid intense. Dans le sud du Québec, il faisait plus froid qu'en Arctique, moins 38 degrés. Quant aux États-Unis, c'était contre les tempêtes de neige qu'ils devaient lutter. Presque tous les aéroports étaient paralysés, depuis l'État du Maine jusqu'en Caroline. À la télévision, on voyait le président Bill Clinton, à la sortie de l'église, être obligé de rentrer à pied jusqu'à la Maison-Blanche, sa limousine étant bloquée dans la neige. La Maison-Blanche qui, pour une fois, portait très bien son nom. Ce début d'année 1996 allait entrer dans les annales. Il fallait remonter 70 ans auparavant pour avoir eu autant de neige aux États-Unis. À New York, les gens se rendaient à leur travail en ski de fond, les chaussées étant impraticables avec les véhicules motorisés. Même les trains de banlieue déraillaient. De retour au Québec, une semaine plus tard, un réchauffement du climat ainsi que de grosses chutes de pluie provoquaient la fonte des glaces ainsi que de gros débordements des cours d'eau. Aux informations télévisées, les journalistes se trouvaient sur les bords de la rivière Châteauguay pour interroger des résidents qui avaient assisté, impuissants, à la démolition d'une partie de leur maison par de gros icebergs. Soudain, le propriétaire constatait qu'un nouvel assaut de la rivière arrivait à sa porte. Des blocs de glace aussi gros qu'une machine à laver faisaient leur entrée dans le salon, brisant la baie vitrée. Pour les journalistes, cette démonstration de mère nature se passait de commentaires. Mais en revanche, ces pluies verglaçantes avaient tout de même eu leur bon côté. Une fin de semaine de février, en compagnie de Francine et d'un couple d'amis, nous nous rendions dans la région de l'Ange Gardien afin de permettre à Karine de se créer des sensations. Comme il est populaire au Québec, dans les villages pourvus de terrains en pente, certains opportunistes allaient permettre au public de se divertir tout en s'oxygénant au grand air. Pour ce faire, ils avaient tout d'abord assemblé des chambres à air de camions entourées par une toile en plastique.
Ensuite, avec ces chambres à air, ils incitaient les gens, sur un large champ de neige bien tassé, à se laisser glisser ainsi confortablement jusqu'en bas de la pente. Il est évident que lorsque la pluie verglaçante recouvrait la piste enneigée, la griserie de la vitesse n'en était que plus impressionnante. Ce même après-midi à l'Ange Gardien, nos glandes d'adrénaline fonctionnèrent à plein régime. La quantité de neige était abondante cet hiver-là, tellement abondante que la pancarte de notre maison à vendre était pratiquement ensevelie sous la neige. Sur la rue de Pélissier, quelques maisons à côté de la nôtre, une ancienne de mes clientes en massothérapie possédait un véritable château. De plus, cette magnifique bâtisse était située au sommet d'une côte dominant la rivière La Lièvre. Pour divertir Karine, j'avais demandé à José, la propriétaire, si elle ne voyait pas d'objection que j'aménage une piste de luge dans sa propriété. Comme elle voulut bien accepter, sans plus attendre, je commençai à tasser la neige de mes pieds pour créer le parcours de la piste. Ensuite, à l'aide d'une pelle, j'allais incliner les virages de façon à limiter la force centrifuge lors des descentes rapides. Karine eut tellement de plaisir à glisser sur cette piste qu'elle en parlait à toutes ses amies dans le quartier. Et le soir, de retour à la maison, à peine était-elle assise sur le fauteuil devant la télévision que ses yeux se fermaient. J'étais à la fois heureux et fier que son besoin d'activité physique était plus fort encore que son plaisir de regarder des dessins animés à la télévision. Dans ma tête, je voyais déjà le jour où, comme Sébastien, elle ferait du karaté. Elle est ma fille, et comme tous les pères, je ne voudrais, pour rien au monde, que quelqu'un un jour puisse lui faire du mal. Mais avant qu'elle ne porte sa première ceinture, j'allais devoir faire preuve de patience. De plus en plus, je prenais conscience qu'avoir des enfants, c'était aussi avoir beaucoup de responsabilités. À dire vrai, je le savais déjà, mais sans vraiment l'avoir réalisé. Mais la vraie réalité commençait par devoir procurer à son enfant tout ce dont il lui était nécessaire. Et pour cela, il fallait de l'argent. Le 24 février, Nicole Gauthier d'Ottawa obtenait son diplôme en tant que massothérapeute. Et quelques jours plus tard, le 1er mars 1996, ce fut Micheline Clément qui réussissait avec succès ses examens finaux, lui permettant d'obtenir le 22e diplôme émis par l'École suisse professionnelle de thérapie alternative. Mon école, contrairement à beaucoup d'autres, se fait un point d'honneur à respecter la progression et la vitesse à laquelle chaque élève est capable d'apprendre. Ayant eu moi-même passablement de difficultés lorsque j'étais à l'école primaire, il aurait été stupide et méchant de ma part d'exiger de mes élèves ce que moi-même par le passé, je n'avais pas été capable de faire. Ainsi, Joanne Tourigny, qui avait suivi la totalité des cours avec Nicole Gauthier comme partenaire, fut apte à passer son examen le 1er avril 1996, soit plus d'1 mois après Nicole. Mais qu'importe, puisque son résultat fut aussi bon que celui de sa partenaire.